Alors, pour la lecture, la semaine passée, on avait terminé avec j'ai exploré un asile abandonné. Et ici, on va passer sur une nouvelle histoire. Oscar, ah, mais c'est pas le chat de. Comment il s'appelle encore, Caro? Le chat de. Oh, je dirais son voit son nom. Merci, le pigeon. C'est le chat de l'os pigeon, sa chaîne. Lui aussi est au Québec. C'est ça? Je retire ma manette. Hop. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu connecté. Ouais. Ah, parce que son chat s'appelle Oscar et c'est un charroux. Alors, l'histoire s'appelle 19, 21, 68, 25, 14, Netflix. Ah ben, tu vois, il a un charroux qui s'appelle Oscar aussi. Oui, il a fait des émotes avec son chat. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pensé directement à l'os pigeon. Je suppose que vous connaissez tous Netflix. Le service de streaming, je vais donc vous passer directement à l'histoire. Je ne l'utilise plus tellement, et ce pour de bonnes raisons. Vous voyez, je vis au Royaume-Uni et il n'y a pas grand-chose à regarder sur la version anglaise de Netflix en ce qui concerne les séries, comparé à la version américaine ou canadienne. J'ai découvert qu'il existait un moyen d'accéder au Netflix des autres pays en saisissant manuellement un code DN dans votre appareil. Après une courte recherche, je suis tombée sur le site qui contenait des centaines de codes DN mis en disposition par les utilisateurs eux-mêmes pour accéder aux versions des autres pays. Jackpot, j'ai pensé. Sans plus réfléchir, j'ai pris le premier code disponible et je l'ai saisi dans les réglages de ma Xbox. Sans surprise, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé code après code, en vain. Quel est l'intérêt d'un tel site si aucun code ne fonctionne? Mais je ne voulais pas laisser tomber aussi facilement, j'ai donc continué à faire défiler les pages et des pages de code en les essayant un par un sur ma console. 1 h et 12 pages plus tard, je commençais à perdre patience et j'étais sur le point d'abandonner. Attendez, j'ai entendu un truc, il faut que je... Attention voiture, toi, hein. Pistal, retourne à ta maison. En plus, j'ai surveillance de chat ici. Surveillance de chat extérieur. Euh, je me suis dit un dernier et j'arrête. J'ai saisi le code ajouté par un utilisateur anonyme et à ma grande surprise, il a fonctionné. Ma Xbox a redémarré et 2 minutes plus tard, j'étais sur le Netflix américain. Toutes les séries que je mourrais d'envie de voir étaient là enfin disponibles. Le lendemain, après une dure journée de travail, je n'avais qu'une envie, m'affaler sur le canapé et passer la soirée entière sur Netflix. J'ai allumé ma console, ouvert l'application et je me suis installée confortablement pour choisir une série. En parcourant ma liste de suggestions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ma liste, récemment vue. Quelque chose que je ne me rappelle pas d'avoir regardé. Le titre était une série de chiffres, ce qui était déjà bizarre en soi.
et l'image n'était qu'un triangle rouge, contrairement aux séries et aux films habituels qui présentaient une affiche et une scène. Très intriguée, j'ai rapidement noté le titre et je l'ai ouvert. À ce jour, je regrette toujours de l'avoir fait. Au début, il n'y avait qu'un écran rouge fixe remplacé quelques secondes plus tard par une tête de démon hideuse qui grossissait et grossissait. Avant que je ne puisse comprendre ce que je voyais, un insupportable bruit strident s'est échappé de mes enceintes, me faisant violemment sursauter. Des images affreuses ont commencé à apparaître en flash successifs sur mon écran. Je ne pourrais pas vous les décrire exactement. Des corps mutilés, des animaux torturés, des horreurs innommables. Cela n'a duré que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures. J'étais tétanisée, terrassée par une sensation de mal profond. Le bruit strident atteignait des aigus insoutenables, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Puis les ténèbres. Ma console s'est éteinte, ainsi que toutes les lumières de ma maison. Je suis restée là, assise, dans l'obscurité, luttant pour respirer et retenir la nausée qui m'avait submergée. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je venais de voir. Il m'a fallu plusieurs minutes pour avoir la force de me lever et de me diriger vers le tableau électrique pour remettre le courant. Coucou David! Je ne comprenais même pas pourquoi il avait sauté. Tout semblait normal. Je suis retournée dans ma chambre avec hésitation et j'ai rallumé ma console. L'application avait disparu, complètement effacée du disque dur. J'ai vérifié les paramètres. Le code DNS était à nouveau automatique. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Je suis retournée sur le site où j'avais trouvé le code pour le signaler et éventuellement en parler à un modérateur, mais il avait aussi disparu. J'ai cherché partout, mais j'ai vite dû me rendre à l'évidence que ce site entier n'existait plus. Quelques jours plus tard, toujours traumatisée par ce que j'ai vécu, j'ai décidé de raconter mon horrible expérience sur les forums Netflix pour savoir si quelqu'un avait vécu la même chose et prévenir des utilisateurs. J'ai rapidement créé un compte et j'ai lancé le nouveau sujet, racontant mon expérience sans rentrer dans les détails de ce que j'avais vu et j'ai validé. En y retournant quelques minutes plus tard pour voir si quelqu'un avait répondu, j'ai découvert que mon sujet n'existait plus. Il avait été tout bonnement supprimé. Tout ceci me mettait très mal à l'aise, mais pas autant que ce que j'ai fini par découvrir. Cette découverte qui me donne des frissons encore des semaines après. C'est le titre de l'horrible vidéo. La série de chiffres était en fait mon adresse IP. Très courte cette histoire. Moi qui avait dit que je voulais pas faire peur à Caro. Ah, elle va plus oser aller sur Netflix, là. Vilaine, Lily, vilaine. Non mais Caro, je te promets, c'était pas voulu. Mais c'est flippant quand on y réfléchit qu'on peut cliquer sur un truc comme ça sans vraiment vouloir avoir un site de choses comme ça et tomber sur un lien qui, entre guillemets, envoie des images assez bizarres. Un cil empoisonné? Pourquoi un cil? Je suis vilaine avec toi, j'avoue.
parce que ça ne se voit pas. Bon, on va passer à l'histoire suivante, hein. L'histoire suivante, c'est la chose qui est dans le champ. J'aime me balader dans la nature, prendre ma voiture, m'éloigner de la ville et explorer la campagne autour. C'est pendant une de mes promenades que j'ai trouvé ce journal, à moitié enterré entre racines et gros arbres. Ce que j'y ai lu m'a glacé le sang. Voici ce qui était écrit. Depuis quelques semaines, les bottes de foin ont commencé à s'éloigner lentement des maisons. Chaque matin, en me réveillant, chacune avait bougé d'une trentaine de mètres à l'endroit où elles étaient la veille. J'ai supposé que c'étaient des blagueurs qui n'avaient rien de mieux à faire, j'ai donc laissé tomber. En quelques jours, les bottes avaient presque atteint les limites de la ferme. J'en ai eu marre de leurs petits jeux et j'ai décidé de les remettre à leur place. Il m'a fallu 1 heure pour toutes les ramener une fois cette épuisante besogne terminée, j'étais prêt à rompre le cou du petit con qui avait décidé de se payer ma tête. Tout à fait, David, c'est scandaleux. Le matin suivant, j'ai trouvé tous mes chevaux décapités. Ce n'était pas une coupure nette, on aurait dit que leur tête avait été arrachée. C'était l'odeur qui m'avait réveillée. Chacun des chevaux était affaissé contre son box. C'était une vision sordide, sanglante. Il n'y avait aucune trace des têtes. J'ai passé le reste de la journée à tout nettoyer et à enterrer les carcasses. Ce n'est qu'après avoir terminé que j'ai remarqué que les bottes de foin étaient revenues à leur position d'hier, très loin dans les champs. Cette fois, je les ai laissées là où elles étaient. Mon Caro, tu me fais peur. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon porche avec mon fusil dans la main, une tasse de café dans l'autre, et je suis restée là pendant des heures, ne quittant pas les champs du regard, espérant prendre la main dans le sac, celui qui s'amusait à déplacer mes bottes de foin. Mais la fatigue l'emportait, et j'ai commencé à m'assoupir. Je me serais complètement endormie si un bruissement ne s'était pas fait entendre à ce moment-là, provenant des arbres du bois environnant. Je me suis penchée en avant, mon cœur battait d'excitation. Je vais enfin l'attraper, celui-là. J'ai fermement tenu mon fusil, attendant impatiemment que la personne soit suffisamment près pour que je la prenne en flagrant délit. Quand elle s'est suffisamment approchée pour que je puisse distinguer sa silhouette dans la noirceur de la nuit, me voilà tétanisée. C'était loin d'être un être humain. La chose qui venait de se glisser dans les champs n'a même pas semblé remarquer ma présence. Elle avançait discrètement, courbée à travers le champ. Elle aurait pu sembler presque frêle si ce n'était sa taille qui avoisinait les 3 mètres, même en étant penchée. La maigreur de ses bras et de ses jambes, ainsi que son torse décharné, me rappelait un animal affamé. Pourtant, cette chose était forte et je l'ai regardée pendant qu'elle soulevait chaque botte de foin avec une facilité déconcertante pour les déposer précautionneusement un peu plus loin. Elle regardait régulièrement autour d'elle pour vérifier la position des autres bottes dans le champ afin d'ajuster celle qu'elle tenait. Toujours ça en silence. Avant que la chose s'en aille, elle regardait vers la maison, dans ma direction.
J'ai senti son regard me balayer dans le noir, mais est-ce qu'elle m'a vu ou non? Je ne saurais le dire. Puis, elle s'est silencieusement retournée et elle est repartie par où elle était venue. Il m'a fallu 1 heure avant d'avoir le courage de bouger. Je suis rentrée, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé que j'ai osé sortir de chez moi pour aller dans le champ. Les bottes de foin étaient là, où la chose les avait laissées. Étrangement, elle ne les avait pas bougées aussi loin que les fois précédentes. Elle s'approcherait de quelque chose d'invisible dans les champs, et en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'elle semblait tracer une espèce de ligne. En effet, en marchant autour de la maison, j'ai pu voir qu'elle formait un cercle distinct avec moi au centre. Au début, je pensais que les bottes de foin étaient placées aléatoirement, mais à présent, je voyais clairement qu'elles formaient une espèce de limite, de frontière. La chose m'envoyait-elle un message? J'ai mal dormi cette nuit-là et je n'ai cédé au sommeil que parce que j'étais épuisée. Le lendemain, les bottes n'avaient pas bougé. Elles n'avaient pas bougé de toute la semaine en fait. Elles étaient enfin là où la chose les voulait. Je me suis rendue malade en essayant de les interpréter. Pourquoi cette chose gaspillerait-elle autant d'énergie pour les déplacer en me menaçant avec autant de violence si j'essayais d'interférer? Car oui, tuer mes chevaux ne pouvait être que ça, une menace. Une menace intelligente d'ailleurs. Elle savait ce qui me ferait peur et elle savait que je comprendrais les implications de son geste. Le bruit d'une voiture se dirigeant vers ma ferme le matin m'a donné un regain d'espoir. Je prévoyais déjà d'abandonner la ferme depuis que j'avais vu la chose, mais je ne pouvais pas espérer partir à pied sans risquer de subir le même sort que mes chevaux. Mais si je pouvais monter dans la voiture qui s'approchait, je pourrais fuir avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Je ne savais pas qui était le conducteur et ça n'avait aucune importance. J'ai décidé qu'au moment où la voiture s'arrêterait, je sauterais sur le siège du passager et je lui dirais de se tirer de là aussi vite que possible. Coucou Véro, comment vas-tu? La voiture roulait lentement le long de la route au sol accidenté. Je l'ai supplié intérieurement de se dépêcher. Au moment où elle est passée entre les 2 bottes de foin placées de chaque côté de la route, j'ai entendu un bruit sourd en provenance du bois. Tant mieux alors si ça va mieux. La chose est sortie en un éclair d'entre les arbres, s'élançant à 4 pattes vers la voiture. En quelques secondes, elle y était, tournant autour de la voiture comme un prédateur autour de sa proie. En un rien de temps, elle avait tordu et arraché l'acier du véhicule, se dégageant une ouverture pour atteindre le conducteur. L'homme, qui que ce soit, hurlait sans pouvoir s'arrêter. Je l'entendais même par-dessus le gémissement du métal torturé et le bruit du verre brisé. Ce n'était que lorsque la créature l'a eu broyé de sa main et que les hurlements se sont arrêtés. Elle l'a négligemment jeté et s'est redressée pour me regarder. Dans la lumière du jour, je pouvais la voir dans toute son inhumanité. Son corps était composé de quelque chose de terrible et de vivant, qui formait des plaques liées entre elles, qui semblaient ressembler à une forme humaine. La matière dont elle était faite paraissait incroyablement dure, et si je ne l'avais pas vue se mouvoir avec autant d'aisance, j'aurais même pensé que c'était du granit. La chose s'est repliée dans les bois, me laissant tétanisée. Mon regard, aéré sur la carcasse encore fumante de la voiture,
entre les deux bottes de foin. Soudainement, j'ai compris. Le message était clair. Je suis prisonnier et je n'ai pas le droit aux visiteurs. Rien ne peut franchir les limites qu'elle a fixées. Je suis piégé ici par la chose qui traque dans les champs et elle ne demande rien à part que je ne parte jamais. Mais je ne veux pas être un oiseau en cage. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et depuis que je l'ai vu broyer cet homme, si je franchis ses frontières, elle me fera très probablement subir la même chose. Elle me broiera le crâne avant même que je ne puisse lever les bras pour me protéger. Elle partira ailleurs et trouvera un nouvel animal de compagnie. Elle continuera jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui accepte l'idée qu'elle soit dehors tout près, l'observant à toute heure de ses yeux d'insectes brillants. Je pense que je vais tenter ma chance et essayer de fuir. Il n'y avait rien d'autre. Je me suis sentie soudainement mal en voyant toute cette étendue désert devant moi. Il me semblait entendre les bruissements au loin. J'ai filé vers ma voiture sans demander mon reste, en m'attendant à moitié à ce que l'horrible créature surgisse derrière moi. Mais j'ai réussi à l'atteindre sans encombre. Je suis partie de là-bas aussi vite que je le pouvais. Je ne sais pas ce qui est arrivé et j'espère que cet homme a su s'en sortir. Quoi qu'il en soit, faites attention lorsque vous vous promenez seul loin de la ville. La chose qui traque dans les champs pourrait rôder pas loin. Tu viens de rentrer? Hum, hum. Voilà, c'était la deuxième. C'est pas mal cette histoire de chant. Oui, juste là, il y a 10 minutes. Et il faut manger, hein. Elles sont courtes, oui, celles du livre sont plus grandes. Ils est marqué prévu pour aujourd'hui. Sauf que quand je regarde, il est toujours sur le truc expédié, mais pas... je sais pas ce qu'ils foutent. Franchement, je sais pas. Je comprends pas. Si c'était un truc super grand, mais ils changent des trucs parce que on avait commandé un truc avec mon mari. Ils faisaient marquer qu'ils allaient livrer le 24 ou le 25 juillet. Et puis quand on a regardé, eh bien, ils faisaient noter qu'il serait livré le 26 août. Donc on a annulé la commande parce que c'était un truc important qu'on en avait besoin tout de suite. Là, comme c'était loin, bah, je me suis dit, je prends ça j'achète des livres avec des histoires crépies comme ça. Attends, euh, ouais, je prends des livres comme ça avec des histoires crépies. Il y a celui-ci, il y a celui-ci aussi. Et en fait, j'avais commandé celui-ci, mais c'était le volume 2. Je m'étais trompée à la place du volume 1. Et on est resté longtemps avec. Et là, bah, j'attends d'avoir le volume 1.
T'as fait une bonne nuit? Ah ben, c'est très bien. Les histoires de Lily. Et en fait, on en avait parlé parce que comme je faisais toujours le gaming et la lecture, je les remettais jamais sur YouTube. C'est ça. Non, non, seulement le mercredi. Le mercredi, on fait une partie en gaming. Après, ça, c'est venu comme ça. Je leur ai proposé à la commu s'ils avaient envie que je fasse autre chose en plus du gaming. Et je leur ai demandé si la lecture, ça leur plairait, l'histoire crépie, etc. Ça fait plus ou moins 2, 3 mois qu'on fait ça. Et, euh, et au moins, bah, ça coupe le live en deux. Et maintenant, depuis quelque temps, les histoires, je les remets sur YouTube. Donc, je coupe toute la partie gaming et je les mets sur ma chaîne YouTube. Sinon, non, le format, c'est souvent relié à l'ésotérisme, au paranormal. D'ailleurs, samedi, on va en enquête para. Euh, mais aussi sur les sectes, on a fait sur du développement personnel aussi, mais ça beaucoup moins. Sur les mythologies, les mythes et légendes, pleine lune, nouvelle lune, les sabbats. D'ailleurs, lundi, on va faire un live sur le prochain sabbat normalement. Mais c'est vrai qu'il y en avait, c'était plus long et celles-ci sont plus courtes. Moi, j'ai lu Un embaumeur raconte c'est des histoires réelles, courtes, et j'ai adoré. Bah, ceci, dans les livres là, il y en avait des plus longues, il y en avait des plus courtes. Rappelez-vous, on les avait toutes fait en live. Ah, ben voilà, Véro, elle a eu exactement la même chose que nous, Caro. Moi, hier, j'étais sur le live de Simia et je ne voyais plus clair, mais vraiment plus clair du tout. Donc du coup, j'ai décidé d'aller prendre ma douche tellement j'étais lessivée, mais ça faisait X jours que je dormais presque plus. Et après, je sais que la lune, elle a joué, hein, mais j'ai déjà du mal de dormir en temps normal. Et du coup, hier, j'ai pris un somnifère, et c'est ce que je disais à Caro sur le Discord. Je me suis endormie comme ça, sur mon bras, en regardant Monk. Donc c'est pour vous dire, pour moi, m'endormir en regardant la TV sur la matrice, sur son prank. Aujourd'hui, j'ai quelques angoisses. Je remarque que tu dors pas beaucoup, Lily, c'est l'accumulation, ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ces derniers temps, c'est plus. Alors, je pensais qu'une fois que ce serait résolu les problèmes avec les chatons, que je retrouverais un sommeil, je vais dire, normal, mais oh, moi aussi j'ai eu mal, très mal aux jambes. Oui, les températures ont diminué. Il faut passer une visite, Stella. Il a dit que c'est à cause de Kali. Ils sont live en Matrix. Oh, oh. Enfin, c'est pour dire que il nous a fait un prank, mais c'est pour dire quand même qu'on a été réactifs, hein. Oui, la tension, ça peut jouer. La tension, la chaleur, la fatigue, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la tension. Peut être enceinte aussi.
Bon, l'histoire suivante, c'est la boîte à jouets du diable. Le diabète aussi. Moi, je sais que quand j'ai des vertiges, c'est dû à une sorte de médicament. Choupi a l'âge d'être encore enceinte, hein. Donc, oui, c'est possible. Donc, cette histoire s'appelle La boîte à jouets du diable et c'est une légende urbaine que les fans d'horreur reconnaîtront comme étant inspirée de l'œuvre de Clive Barker, Hellraiser. Certains connaissent ce film, d'autres pas. Moi, je le connais. Même si la boîte à jouets n'était pas vraiment une boîte, mais plutôt une pièce où le sol, le plafond et les murs étaient chacun composés d'un miroir géant. C'est ça. Le vertige de l'amour, exactement. Selon la légende, si vous restez seul trop longtemps à l'intérieur de cette salle de miroir, le diable se montrera à vous et volera votre âme, et dans la plupart des versions de cette histoire, il le ferait en vous écorchant en vif. Je vous parle de tout ceci parce qu'il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un vieil ami me demandant si je pouvais aider sa petite sœur, une jeune fille de 18 ans qui s'appelait Erin, habitant dans le nord de la Louisiane. Le village exact, je ne saurais pas le nommer, pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. Comme à peu près partout ailleurs, l'endroit où Erin avait grandi avait sa propre attraction de maison hantée qui ouvrait chaque année en octobre. L'attraction s'appelait le Vengeur hanté de Farmer Grave. Elle était aussi excitante que son nom l'indiquait, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc, pour le précédent Halloween, les propriétaires avaient décidé de pigmenter un peu la chose en construisant plusieurs installations interactives dans une cabane sans fenêtre appelée la boîte à jouets du diable. Cette cabane abritait une petite pièce aux murs couverts de miroirs. C'est de cette manière qu'Erin l'a décrite, d'après ce qu'elle a entendu, mais elle n'y est jamais pénétrée elle-même. Le verger hanté avait fermé moins d'une semaine après l'ouverture à cause d'un nombre énorme de victimes qui avaient dû être hospitalisées après être entrées dans la boîte à jouets du diable. Erin n'avait donc pas eu l'occasion de la tester elle-même avant la fermeture, mais elle avait entendu d'innombrables histoires à ce sujet. Apparemment, personne n'a pu rester plus de 5 minutes dans la pièce. Il y avait même un grand chronomètre à l'extérieur de la cabane qui indiquait le temps passé de l'occupant actuel. C'était mis au-dessus d'un autre panneau qui indiquait le record du moment qui était d'un peu plus de 4 minutes avant que l'attraction ne ferme ses portes. L'homme qui est parvenu à y rester est un certain Roger, 52 ans, père de 3 enfants, qui a été réduit à l'état muet, aux yeux écarquillés. Il n'a prononcé aucun mot depuis. Une femme avait subi une crise cardiaque après juste 90 secondes, 90, à l'intérieur de la boîte. Un garçon de 17 ans avait dû être traîné hors de la cabane, criant et se débattant. L'adolescent s'est suicidé 2 semaines plus tard. Les autorités n'ont eu d'autre choix que de fermer le verger hanté pour éviter d'autres victimes. Bien sûr, cela n'a pas empêché les gens de parler de cette célèbre attraction.
Durant tout le mois suivant, la boîte à jouets était devenue la seule chose à laquelle les gens pouvaient penser. C'était devenu une légende et bien sûr, les enfants du village n'ont pas tardé à s'aventurer dans le verger de la nuit pour voir la boîte de leurs propres yeux. Le verger hanté appartenait à un couple d'âge moyen, Will et Darlene Sawyer, et lorsque le conseiller municipal a ordonné aux Sawyer de fermer l'endroit, ils étaient tellement révoltés qu'ils avaient laissé toutes les attractions en l'état, y compris la boîte à jouets. Le verger proprement dit se trouvait sur une petite parcelle de terrain située à l'arrière de la propriété des Sawyers et n'était accessible que par une étroite route de terre à deux voies. Moi, je vois pas que ça bug, donc dites-moi si ça bug. Une nuit plutôt... non, c'est toi qui bug. Non, pas de bug. Une nuit, plusieurs élèves de terminale de l'école d'Erin sont allés à la propriété des Sawyers suite à un défi et ils ont affirmé avoir trouvé l'entrée de la boîte cadenassée. Will Sawyer serait alors sorti de nulle part en leur demandant s'ils voulaient aller à l'intérieur. L'arrivée soudaine de Will avait d'abord surpris les jeunes, mais une fois qu'ils ont réalisé qu'il n'était pas en colère contre eux, alors qu'il avait pénétré sur sa propriété et qu'il semblait même heureux de les voir, ils ont accepté son offre d'aller à l'intérieur de la boîte. Bien sûr, ils se sont dégonflés au moment où Will a déverrouillé la porte et qu'elle a semblé s'ouvrir d'elle-même comme une gueule béante, affamée à la vue de nourriture. Oui, c'est encore taco. C'est de cette manière que les rumeurs à propos des jeux nocturnes dans la boîte à jouets du diable ont commencé à circuler. La plupart des personnes qui s'y sont aventurées là-bas ont affirmé qu'ils ont rencontré Will après avoir attendu à l'extérieur pendant une durée indéterminée. Quelqu'un avait même prétendu être entré à l'intérieur, mais personne ne les a crus. Personne n'est sorti de cette boîte en étant suffisamment sain d'esprit pour en parler. La semaine dernière, le petit ami d'Erin, Troy, était allé là-bas avec quelques-uns de ses imbéciles d'amis et n'était pas revenu depuis. Ses parents avaient signalé la disparition et Erin avait même parlé à la police des rumeurs circulant autour de la boîte à jouets. Mais la police ne l'a pas prise au sérieux. Elle devenait folle d'inquiétude et bien sûr, elle espérait que ce soit suffisamment intriguant pour que enfin on puisse venir l'aider à enquêter sur le verger hanté. Mais seule, elle avait trop peur. Erin habitait à 3 heures de voiture de chez moi. J'ai donc demandé à mon ami Jason et à sa petite amie Gretchen de m'accompagner. Comme ça, je ne me sentirais pas bizarre de faire tout ce chemin pour rencontrer une gamine de 18 ans que je ne connaissais pas. Nous sommes arrivés dans la ville à 17 heures ce jour-là et nous nous sommes dirigés vers le McDonald's, comme Erin l'appelait. J'avais rigolé au début quand je l'avais entendu dire ça, mais je me suis immédiatement sentie comme une abrutie de me moquer du fait que la ville n'avait qu'un seul et unique McDo. Notre rencontre en face à face a été très gênante au début, compte tenu des regards qu'on nous lançait, mais je les comprends. 3 adultes étrangers qui sortent de nulle part pour rencontrer une adolescente au McDonald's, ça fait un peu bizarre. Heureusement, Gretchen a réussi à briser la glace avec une seule question.
C'est toi qui as fait ça? Elle montrait le sac à dos d'Erin, qui était en fait une poupée en peluche qui était transformée en sac. Les bretelles étaient faites de vieilles ceintures de sécurité au look rétro. Erin a hoché la tête en réponse et la mâchoire de Gretchen s'est décrochée. « Oh mon Dieu, tu pourrais m'en faire un? Tu pourrais m'en faire deux ?» a-t-elle demandé. « Je te l'ai dit que c'était pas bon la codéine tous les jours. Moi, théoriquement, avec les douleurs que j'ai, je devrais en prendre tous les jours depuis qu'ils ont arrêté le Valtran, mais je le fais pas. Quand la douleur est trop forte, ben, j'en prends. Et sinon, ben, j'essaye d'éviter parce que quand j'ai mal partout, donc du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. C'est des crises de douleur atroces. Et, euh, et en fait, il m'a bien dit de ne pas en prendre tout le temps parce que la codéine, on devient addict à ça. Bien sûr, tant que tu me ramènes des fournitures, a répondu Erin en riant. Dil Gretchen souriait d'une oreille à l'autre en se tournant vers moi. On doit aider cette fille pour qu'elle puisse me faire des petits sacs à dos adorables. Il était plus ou moins 22 heures quand on est arrivé au bout de la route étroite qui menait au verger hanté. On s'est égaré près d'une grande grange avec une arche de bois qui désignait l'entrée principale du verger. J'ai sorti plusieurs lampes de poche de mon sac et j'en ai donné une à chacun, puis on s'est dirigé à l'intérieur. L'endroit ressemblait à ce que j'avais imaginé. Une rangée de maisonnettes en bois de couleur vive se trouvait sur un terrain vide bordé de grands arbres qui avaient été couverts d'une fausse toile d'araignée et d'autres décorations effrayantes. Chaque maisonnette avait un panneau désignant le nom de l'attraction. Il y avait un jeu appelé lancer de cornes, qui, en jugé par l'utilisation sur le côté, est un jeu de lancer de cerceaux qu'on devait réussir à accrocher sur les cornes d'un démon. Il y avait le bowling loup-garou, qui portait bien son nom, et celui qui m'avait le plus attiré, l'exorciste, qui était un jeu de pistolet à eau où on devait viser des silhouettes de démons. Les réservoirs d'eau, pour remplir les pistolets, portaient une étiquette sur laquelle il était écrit « Eau bénite ». « Bonsoir Chad, comment vas-tu » La boîte à jouets du diable était la dernière cabane de la rangée. Elle était peinte en rouge profond et la porte qui prenait un mur entier était cadenassée. Quelqu'un avait empilé une douzaine de chaises pliantes contre un des murs de la boîte. Erin en a attrapé une et l'a dépliée en disant « Maintenant on attend. » « Combien de temps ?» a demandé Gretchen. « Ça dépend. Pas éternellement, j'espère. » Erin a fait un signe de la main vers les bois à notre gauche. Il y avait une fenêtre qui brillait dans l'obscurité lointaine. « Tu la vois ? C'est la maison des Sawyer. Il doit savoir qu'on est là. Et c'est une bonne chose. » Le ton de Gretchen était tendu, mais elle avait un regard qui disait qu'elle venait juste de se rendre compte qu'il n'avait aucune envie d'être ici. Avant qu'Erin puisse lui répondre, elle s'est tournée vers Jason. « Bébé, tu peux m'accompagner à la voiture ?» Jason lui a jeté un coup d'œil irrité. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que tout ceci est devenu bien trop réel. Tu savais ce qu'on venait faire ici. Je te l'ai expliqué dans les plus petits détails. Jason, s'il te plaît. » « Non, c'est des conneries, Gretch. Tu fais ça à chaque fois. » « Je sais. On a eu cette discussion à cause de toi. Je rate tout ce qui est cool. Je suis désolée. » Elle a battu des cils
et a regardé Jason d'un petit air contrit. Elle savait très bien qu'il ne pouvait rien lui refuser. Il a soupiré d'un air exaspéré et lui a tendu les clés de la voiture. Je reviens, a-t-il murmuré. J'ai déplié une chaise, me suis assise à côté d'Erin, regardant les faisceaux de lumière des lampes de Jason et de Gretchen disparaître dans les ténèbres. Une pensée m'est venue à ce moment-là, comme si cette situation ne ressemblait pas assez à Scooby-Doo. Il a fallu qu'on se sépare. C'est vraiment chercher les ennuis. Tu as beaucoup de bugs aussi? Ryan aussi, il a pas mal de bugs. Comme pour répondre à mes pensées, des bruits de pas s'approchant de nous se sont fait entendre. Erin et moi, nous nous sommes levés à l'unisson, échangeant des regards paniqués, avant de nous tourner vers les bois qui bordaient le verger. Un homme d'âge moyen, avec de longs cheveux, a émergé des ténèbres. Il tenait une lanterne électrique et portait un peignoir ouvert sur un maillot blanc et un long pyjama. Il nous a souri et a levé un pouce vers le haut. Vous êtes pour la boîte? Plus ou moins, répondit Erin, et Will lui a jeté un regard perplexe. Est-ce que vous avez vu ce garçon? Je lui ai tendu mon téléphone où il y avait un garçon, où il y avait une photo de trois qu'Erin m'avait envoyée. Il a plissé les yeux. Peut-être. Quand? Oh, il y a quelques semaines. Il était l'un de ceux qui sont entrés dans la boîte. La plupart ne veulent plus y aller. Maintenant, il est resté presque 3 minutes dedans. Puis il est sorti en courant. Erin a échappé un gémissement. Parti en courant? Parti où? Will a pointé du doigt les ténèbres derrière lui. Dans ces bois, qu'est-ce que tu crois? J'ai ouvert cette porte, il est sorti en hurlant, complètement nu du bas. Il avait son caleçon sur la tête et le pantalon enroulé autour de son cou comme une écharpe. Honnêtement, c'était plutôt drôle. Erin s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés, qui se remplissaient de larmes. Will a souri largement et nous a demandé: Vous voulez aller à l'intérieur? Nous ne sommes pas là pour la boîte, j'ai répondu. Mais c'est vous, c'est à vous, mais c'est à vous, coupe le souffle. C'est à vous. Ah oui, c'est à vous couper le souffle. Il dit, en faisant un geste vers l'énorme porte de la boîte à jouets, qui s'est lentement ouverte. L'intérieur était plongé dans les ténèbres, mais je pouvais malgré tout voir quelque chose de vaguement humain. Et ça se déplaçait à l'intérieur. Cours! J'ai attrapé Erin par le bras et je l'ai tiré vers moi pendant que je courais loin de la boîte. Je pouvais entendre quelque chose nous poursuivre pendant qu'on s'enfouillait vers l'entrée. Je dis quelque chose car ça n'avait pas l'air du tout humain. Ce que j'entendais n'était pas des bruits de pas, mais plutôt un long grattement accompagné d'une respiration humide qui rappelait le chien haletant. Heureusement, Jason m'a entendu crier au moment où lui et Gretchen arrivaient à la voiture et ils se sont retournés et nous ont vus. Erin et moi courir vers eux avec une expression de terreur absolue. Jason a dû apercevoir la chose qui nous poursuivait, car son visage est devenu blanc. Ah, tu vas avoir de l'orage. Il a rapidement déverrouillé la voiture, s'est jeté derrière au volant, criant à Gretchen d'entrer. Elle s'est dépêchée vers le siège passager et au moment où elle bouclait sa ceinture, il a démarré et a accéléré vers nous, réduisant la distance qui nous séparait à quelques secondes. Jason a écrasé les freins en arrivant à notre niveau. La voiture s'est immobilisée à quelques centimètres de nous. J'ai essayé d'ouvrir la porte arrière, mais elle était verrouillée. Celle du côté d'Erin aussi.
J'ai martelé la vitre de mon poing, j'ai pointé à Jason le verrou de la porte et il a pu lire sur mes lèvres. Oh non. Il s'est retourné à scruter sur les commandes du tableau de bord, cherchant comment les déverrouiller. Le grattement que produisait la chose derrière nous s'approchait de plus en plus, mais j'ai refusé de regarder derrière moi et j'ai continué à marteler la vitre. Au moment où Jason, frustré, réussissait enfin à déverrouiller la portière, c'était trop tard. La chose m'avait déjà atteinte. Je me rappelle de quelque chose me traînant vers les bois. Je n'avais conscience de rien d'autre au-delà de la vague impression d'avoir été piqué par un insecte avec un espèce de poison paralysant. J'ai senti une poussée d'air frapper mon visage alors qu'une porte se fermait violemment devant moi et puis les lumières se sont allumées et j'ai réalisé que j'étais à l'intérieur de la boîte à jouer. La construction de la salle était en fait plutôt impressionnante. Le sol était constitué d'une épaisse feuille de plexiglas qui était transparent, posée sur un miroir identique à ceux qui constituaient les murs et le plafond. Avec la porte fermée, le miroir de l'autre côté se fondait parfaitement à celui des murs. Des fines ampoules fluorescentes passaient entre les crevasses de chaque miroir, rencontrant le suivant, baignant la pièce et ses reflets infinis dans une pâle lumière jaunâtre. J'ai fait l'erreur de regarder en bas et le gouffre des reflets que je surplombais a failli me faire tomber dans les pommes. J'ai fermé les yeux, j'ai tendu les bras devant moi, cherchant le mur le plus proche, et je me suis adossée contre, essayant de contrôler les vertiges qui me terrassaient. Quelqu'un murmura mon prénom. Lily. J'ai ouvert les yeux, mon reflet me souriait. Tu lui appartiens maintenant. Un hurlement m'a échappé et je me suis éloignée du miroir contre lequel j'étais adossée. Quelque chose bougeait derrière mon reflet. C'était difficile à apercevoir au début, mais quelque chose passait à travers le couloir formé par mes reflets et se dirigeant vers moi. Alors que la chose approchait, j'ai pu voir que c'était moi-même. Enfin, pas exactement. Ses traits étaient trop flous, comme si ce reflet se trouvait tellement loin derrière que son visage n'était qu'une simple silhouette déformée. C'était ça, la Lily qui venait vers moi. J'ai commencé à marteler le mur où se situait la porte d'entrée et que je sentais cadenassée. J'ai hurlé de frustration avant de me retourner, pour faire face à la chose qui s'approchait. Et elle n'était plus là. Mes reflets étaient redevenus normaux. Il n'y avait plus d'autre personne que moi. J'ai soupiré de soulagement 2 secondes plus tard. Elle émergeait du miroir au-dessus de moi et m'attrapait par les jambes. Et je me suis réveillée en hurlant. Erin m'a regardée d'un air paniqué. Nous étions toujours assises en dehors de la boîte à jouets. Désolée, j'ai dû m'assoupir. Erin a ouvert la bouche et elle a hésité avant de me répondre. Je m'inquiète à propos de tes amis. Je me suis frotté les yeux et lui demandé pourquoi. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis? Un bon moment, presque une demi-heure. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier ce que Erin disait. Et j'ai soupiré. On devrait aller vérifier que tout est OK. Alors, quand on faisait demi-tour vers l'entrée, j'ai fait un signe de tête vers la maison des Sawyers. Tu penses qu'il va se montrer? Erin a réfléchi en silence pendant quelques secondes avant de hocher la tête. Je l'espère. Je ne saurais pas quoi faire sinon. Je lui ai jeté un coup d'œil, inquiète. Inquiète? C'est rien, c'est un chat.
inquiète qu'elle se mette à en pleurer, mais son visage ne reflétait que de la résignation. Juste au moment où je me suis rendu compte que je la fixais, Erin a levé les yeux vers moi et a échangé un moment et on a échangé un moment gênant de contact visuel. Je lui ai souri, essayant d'agir naturellement, et j'ai regardé à nouveau devant moi. C'est là que j'ai réalisé qu'elle s'était perdue dans le noir et qu'on s'était retrouvés d'une manière ou d'une autre au niveau de l'épaisse étendue du bois qui bordait le verger, du côté opposé de là où nous allions. Comment diable? J'ai balayé la nature environnante avec la lampe de poche, essayant de me repérer, mais je n'ai pas pu localiser le verger ni aucune cabane dans le noir. Puis à un moment, après avoir fait demi-tour, ou du moins c'était ce que je croyais, on s'est retrouvés devant la maison des Sawyers. C'était une petite maison rustique de 2 étages. Le porche baignait dans l'obscurité, mais malgré cela, j'aurais juré avoir vu quelque chose bouger quand Erin a fait un signe vers la maison. On pourra aller dire bonjour puisqu'on est là. Elle a commencé à grimper les marches menant à la porte d'entrée. Avant que je ne puisse réagir, sans hésitation, elle a frappé à la porte. Oh non, j'ai murmuré avant de me dépêcher de la rejoindre. Un silence tendu régnait. Bientôt remplacé par des bruits de pas, la porte s'est ouverte en grand et une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux très bleus, m'ont fixé. Ça devait être Darlene. « Vous êtes là pour la boîte ?» a-t-elle dit. J'ai eu une intense impression de déjà-vu quand Erin a répondu « Plus ou moins ». Darlene s'est penchée pour regarder à l'extérieur. « Vous feriez mieux d'entrer alors. » J'ai échangé un regard méfiant avec Erin. La femme s'est retournée à l'intérieur, laissant la porte ouverte derrière elle. Erin a haussé les épaules avant de la suivre, et en entrant à sa suite et en fermant la porte, j'ai entendu un bruissement dans les buissons derrière. « Verrouillez-la, s'il vous plaît. Il y a plein de choses bizarres dans ces bois. » Le bruissement s'est intensifié quand j'ai verrouillé la porte avec le loquet. On a suivi Darlene dans une pièce qui puait l'herbe. Elle nous fait un signe de la main vers le joint qui brûlait dans le cendrier. « Servez-vous, » nous dit-elle. Elle s'est assise dans le canapé et a coupé le son de la télé en face d'elle. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis éclairci la gorge avant de répondre. « On nous a dit d'attendre un certain Will Sawyer. Est-ce qu'il va arriver ? Il s'est tué la nuit dernière, donc probablement pas. » « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. » « Ouais, bon, comment je peux vous aider ? » Eh bien, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo de Troy. On voudrait savoir si vous vous rappelez avoir vu ce garçon dans le verger récemment. Darlene a examiné la photo. Pas que je me souvienne, mais je ne suis pas sortie souvent après l'accident de la boîte aux jouets. C'est ma faute si cette chambre a été construite et à chaque fois que je vois cette chose, j'ai envie de pleurer. Erin pencha la tête. C'était votre idée de construire la boîte à jouets ? Darlene a lentement secoué la tête. Non, j'étais malade, vraiment malade. Est-ce que et ce démon ou le je ne sais quoi que Willy a invoqué lui a dit que ça me soignerait si on construisait une pièce de miroir et qu'on attirait des gens dedans. Si votre ami est allé là-bas, il peut s'être passé 3 possibilités. Soit il est mort, soit catatonique dans un hôpital, soit errant dans ces bois. Ceux qui se retrouvent là-bas, quelque chose leur arrive.
Mais si ça peut vous aider, vous pouvez le chercher ici. Ici? Dans votre maison? Ouais. Darlene s'est levée, a tiré la table basse hors du chemin et a écarté le tapis pour révéler une trame grossière taillée dans le bois. Will a ramené quelques-uns de ceux qui ont été trouvés à la maison et je pense qu'il avait pitié d'eux. Bref, il les gardait là-dessous. La femme a ouvert la trappe et une odeur nauséabonde m'a frappée de plein fouet, tellement nauséabonde que je ne comprenais pas qu'on ne l'ait pas senti avant. C'était la puanteur de déjection humaine en masse. Darlene s'est retournée vers moi. Vous avez une lampe de poche? J'ai hoché la tête. Elle l'a allumée et l'a dirigée vers le trou béant. L'un d'eux vous paraît familier? L'un des hommes a sifflé dans notre direction. Et il y avait de plus en plus de bruissements dehors et quelque chose a commencé à gratter à la fenêtre. Darlene l'a regardé. Vous les avez bien contrariés ce soir. Vous êtes restés dehors pendant combien de temps? Avant que je puisse répondre, une main sale aux doigts impossiblement longs s'est tendue et m'a tiré vers elle dans le trou béant. Je me suis réveillée en hurlant. J'étais assise à l'extérieur de la boîte et Jason était assis à côté de moi. Il m'a jeté un regard du coin de l'œil. Tout va bien? Ouais, mauvais rêve, désolé. J'étais encore sous le choc de mon cauchemar, d'un cauchemar, alors que je regardais avec méfiance autour de moi. Quelque chose était bizarre. Où sont les filles? Quelles filles? Ben, les filles. L'une d'elles était Gretchen, ta petite amie. Qu'est-ce que tu racontes? Gretchen a rompu avec moi le mois dernier. Tu ne t'en rappelles pas? Ou alors, c'est par rapport à ton histoire, là? Par rapport à quoi? Ben, l'histoire que tu vas écrire sur ce truc. Tu es en train de réfléchir aux détails, c'est ça? Tu vas aussi inventer une excuse pour justifier notre présence ici? Une demoiselle en détresse qui a besoin que tu mènes une enquête? Quoi? Jason a glissé le canon du pistolet qu'il tenait à la main dans sa bouche et a appuyé sur la détente. J'étais assise suffisamment près de lui pour que l'explosion me rende temporairement sourde. Je me suis levée en titubant et j'ai lentement reculé, les yeux fixés sur un cratère de sang et un fluide qui était celui de mon meilleur ami. Ma propre tête résonnait, comme une foutue cloche d'église, et pourtant je n'arrivais pas à détourner le regard. Finalement, je me suis forcée à tourner le dos et à regarder autour de moi pour me repérer. Je devais quitter cet endroit, et en arrivant au niveau de l'entrée, je me suis retournée pour jeter un coup d'œil derrière moi, et bêtée, je me suis arrêtée net en voyant qu'il n'était plus là. J'ai tourné la tête, le corps presque sans le... Attendez, j'ai loupé une ligne. Oui. Le sang et la cervelle de Jason éclaboussaient toujours les murs de la boîte. Je n'ai donc pas imaginé ce que je venais de voir. Mais la chaise pliante où il était assis était maintenant dépourvue de son corps affaissé sans vie. Alors que je me tenais debout là, essayant de comprendre où le corps de Jason avait bien pu passer. J'ai tourné la tête, le corps presque sans tête de Jason tenait l'un des pistolets du jeu de l'exorciste. Je ne suis pas vraiment fière de l'admettre, mais j'étais paralysée en le voyant, persuadée que Jason s'était transformé en une sorte de zombie. Mais après quelques minutes entières de paralysie où j'attendais qu'il fasse le prochain mouvement, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il ne bougeait plus. Ce que je voyais n'était autre qu'un cadavre avec un pistolet qu'on lui avait mis dans les bras. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans les ténèbres qui entourait, capable de déplacer facilement un corps de 80 kilos juste pour se moquer de moi.
J'étais dans ma voiture à mi-chemin de la route qui menait à l'autoroute quand j'ai heurté une bosse qui a délogé quelque chose sous la voiture. Je me suis retournée et je me suis arrêtée. Je suis sortie pour jeter un coup d'œil et en me penchant, je suis tombée nez à nez avec le cadavre de Jason. Déplacer le cadavre d'un homme adulte est une chose, mais le déplacer et l'accrocher sous la voiture pendant quelques secondes, c'était inconcevable. Je l'ai détaché, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à tout écrire comme Jason l'avait dit. J'en suis arrivée là avant que des coups sur la porte de mon appartement ne m'interrompent. J'ai ouvert la porte et il y avait une note accrochée à l'intérieur. Il y a un colis pour vous dans le hall. Il était environ 23 heures et j'étais certaine que l'accueil de mon immeuble était fermé depuis des heures. Mais je me suis quand même dirigée vers le hall par pure curiosité. Je suis descendue les escaliers jusqu'à l'accueil pour trouver le cadavre mutilé de Jason dans le hall, adossé au distributeur. D'une manière ou d'une autre, il m'avait retrouvée. J'ai remonté les escaliers en courant avec l'impression d'évoluer au ralenti. Quelque chose qui n'était plus ma porte d'entrée, mais les murs intérieurs de la boîte qui venaient soudainement de craquer pour révéler les phares familiers. Jason avait écrasé ma voiture contre la boîte à jouets. C'est un truc de fou en fait. J'ai passé 25 secondes à l'intérieur de la boîte à jouets. C'est le temps qu'il a fallu à Jason pour rentrer dedans avec ma voiture. Heureusement, elle était encore utilisable après coup et on s'est dépêché de se tirer de là. J'ai déposé Erin chez elle avec des excuses, lui expliquant qu'il n'y avait rien que l'on puisse faire. Honnêtement, je ne comprends toujours pas ce qu'elle attendait de moi. Nous ne sommes pas supernaturels. Exactement. Si votre petite amie disparaît, vous appelez la police. Je rentre chez moi. Est-ce que je me sens coupable de ne pas vouloir l'aider? Oui, mais c'est pour ce que ça vaut. Nous avons détruit la boîte à jouets et probablement sauvé d'innombrables générations d'enfants stupides de faire la même erreur que le petit ami d'Erin. La mauvaise nouvelle, c'est que ça m'a marqué, mutilé à vie. Même en étant assise là à vous raconter tout ce que j'avais précédemment écrit, j'ai toujours peur que ce ne soit pas fini. On a tout brûlé et j'ai peur qu'en me réveillant le lendemain, je ne sois pas chez moi, mais dans cette boîte. Fin de l'histoire. Ryan qui disait oui, elles sont longues, elles sont courtes les histoires. Celle-là, elle est longue et elle est très décousue. Il faut vraiment comprendre que en fait, les personnages se rendent à un lieu et se rencontrent vraiment, mais tout le reste de l'histoire n'est que des cauchemars dans des cauchemars, et que à la fin de l'histoire, eh bien, tout le monde rentre chez soi sans avoir rien fait. Tout ce qu'on a fait, c'est brûler la maison. Donc, on va sur le lieu, on brûle, la maison qui était un jouet. On brûle la maison et chacun retourne d'où il vient. Comme ça. C'est très décousu comme histoire, il faut vraiment suivre. Et je vous avoue, comme dit Caro, c'est Inception, cette histoire. Ouais, un film dans un... C'était vraiment des histoires dans des histoires. Alors pour comprendre, je vous avoue que au début, je me suis dit, mais je raconte n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? Même moi-même, je me suis posé la question.
Donc elle rêve, enfin elle cauchemarde d'un cauchemar, d'un autre cauchemar. C'est aberrant. Enfin, si vous avez compris, c'est le principal. Si j'ai réussi à vous faire comprendre quelque chose dans ce démêlé d'histoire dans l'histoire, il y a des commentaires sur cette histoire. Euh, Il y a quelqu'un qui dit, j'ai vraiment eu peur. Je continue en priant pour que ce soit la fin. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est très intéressant. Ah, t'inquiète, tu n'es pas la seule à avoir trouvé ça chelou. Donc, en fait, c'est bizarre parce que vous diriez que cette histoire est, entre guillemets, une vraie histoire. Ah bon, bûcher quoi? Oui, comme les poupées. Bah ça va, ils ont dormi après avoir flambé la baraque. Oui, mais quand tu regardes les cauchemars dans les cauchemars dans les cauchemars, en fait, c'est vraiment bizarre parce que elle fait un cauchemar où elle est dans la maison, elle fait un cauchemar où elle est avec Erin et où elle s'enfuit. Euh, Elle fait un cauchemar où elle se retrouve dans la maison de la dame et où elle est happée dans la cave. Elle fait un cauchemar avec son ami Jason et même encore chez elle. Elle fait encore un cauchemar. Donc, le souci, c'est que les gens pensent que c'est une histoire réelle, alors que bon, les légendes urbaines sont souvent fausses. Oui, sauf que cette histoire-là est vraiment très bizarre parce qu'il parle de Hellraiser. Et Hellraiser, ce sont des films d'horreur des années 80. Il y en a d'ailleurs un, je pense, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Il y a 7 ou 8 volets, si pas 9. Euh, les, les 3 premiers sont qualitatifs, mais surtout le premier et le deuxième. Le troisième, un peu moins. Et après, les autres, ils veulent plus rien dire grand-chose. Moi, je les ai tous vus. Euh, Et plus on avance, plus c'est décousu. Et du coup, si cette histoire a été écrite par rapport à ces histoires-là, ben, rien ne m'étonne que ce soit décousu.